Jean-Luc Mélenchon, qui tenait une petite conférence de presse ce matin et qui dit n'avoir plus de problème avec Emmanuel Macron. Et pour cause, il sera son Premier ministre lundi. Bon, allez pas vous commencer à me créer des problèmes avec lui, parce que si c'est moi qui gouverne lundi, je vous ai dit, on ne parlera que d'une seule voix. La France parlera que d'une seule voix. Nous ne donnerons pas à M. Poutine le spectacle pitoyable de Français qui s'engueulent entre eux sur ce qu'il y a lieu de faire. Au-delà des mots, il y a une réalité, il y a un sentiment, une espérance. Oui, bien sûr. Une espérance qui se base sur des éléments concrets. On est dans 406 circonscriptions au deuxième tour, soit directement, soit en soutien de quelques candidats. Je crois que la majorité, l'ancienne majorité, c'est 417. Vous voyez bien que tout est ouvert. Donc, selon le déplacement en réalité de l'électorat, et notamment l'électorat qui avait voté Jean-Luc Mélenchon au premier tour des présidentielles et qui s'est en partie abstenu au premier tour des législatives, si une partie de cet électorat se déplace, je pense qu'il y a de bonnes chances d'être majoritaire. Pour l'instant, les projections, ce ne sont que des projections, mais c'est 180 à 210 sièges pour l'Union de la gauche contre 265-300 pour la majorité présidentielle. Il va falloir encore comme vous dites, c'est des projections et ce que ma mémoire me dit qu'en 2017, les projections étaient fortement optimiste pour ce qui a été finalement le camp de la majorité présidentielle. Ce que j'observe aussi, c'est que la tendance, par contre, se resserre dans tous les sondages. Bon, là, il y a le vôtre, il y en a certains qui nous donnent, là, en projection, jusqu'à 225, mais ça se resserre. Donc là, dans les derniers jours vont être décisifs. Et je vous dis, si les abstentionnistes du premier tour, notamment les jeunes, dont on sait qu'ils ont beaucoup voté Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle et qui ont tout intérêt avec notre programme à voter pour nous se déplacent, eh bien, je pense que c'est jouable. Est-ce que, justement, ces jeunes que vous rencontrez sur le terrain ont envie d'aller voter ? Oui, en partie, oui. En partie, oui. Et je vais vous dire, c'est très étonnant parce que... La suite de ma question, c'est pourquoi et que vous disent-ils ? C'est ce que j'allais vous dire. Pourquoi n'ont-ils pas été votés pour partie d'entre eux, alors même qu'ils comprennent ce qui se passe. Il ne faut pas croire que les gens se désintéressent. Beaucoup de jeunes, alors dans ma circonscription, c'est les quartiers populaires. Beaucoup de jeunes des quartiers populaires se sont vus voter dans des files d'attente incroyables. Et pour eux, Jean-Luc Mélenchon devait être élu. Et donc il y a eu une espèce de déception. Est-ce que finalement on peut changer les choses dans le cadre électoral ? Est-ce que ça sert encore à quelque chose d'aller mettre un bulletin ? Pour certains, ça va même jusqu'à plus loin sur le doute des élections. Il faut le considérer. Je n'ai pas de jugement, il faut considérer. Donc nous, notre travail d'ici dimanche, c'est de dire que là, ça vaut le coup. C'est-à-dire que s'ils se déplacent, le programme de la NUP, qui est en partie le programme de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, sera appliqué dans le pays. Ils gagneront 1 063 € de revenus s'ils sont étudiants ou dans les lycées professionnels. Il y aura 200 000... Pardon, je vous pose une question parce que certains de vos opposants vous font ce reproche-là d'accorder à tous les jeunes, quel que soit le niveau de revenu, quelle que soit leur origine sociale, cette sorte de revenu jeune universel. C'est un revenu qui permet d'étudier sans avoir à... effectuer des petits boulots partiels ou d'ubérisés, etc. Mais sans pas des bonnes conditions. Oui, c'est sans condition de revenu. Si vous êtes indépendant fiscalement du foyer fiscal, foyer fiscal de vos parents. C'est ça la condition. Mais sinon, oui, c'est normal que ce soit universel. Et ceux qui nous reprochent ça, en général, n'ont pas du tout de problème, par contre, d'avoir supprimé l'ISF, etc. Donc chacun veut mettre l'argent... notre richesse nationale là où elle doit être. Nous, c'est plutôt du côté des revenus du travail, du côté de la jeunesse et moins du côté des dividendes. Alors, on a vu au cours de ce premier tour un basculement électoral à Paris, dans la Seine-Saint-Denis, où les anciennes forces de gauche, Parti socialiste, Parti communiste, ont été laminées par vous, LFI, qui êtes maintenant en position dominante dans ces départements. Ça veut dire que maintenant, durablement, à l'Assemblée, si vous avez une centaine de députés, vous êtes le parti de gauche qui sera le parti ultra dominant sur toute la sphère de gauche, voire même hégémonique. Frédéric Delpech, j'espère qu'on aura plus de 100 députés. Vous êtes bien pessimiste. Une centaine. Non, hégémonique, non. Moi, je ne vois pas ça comme ça. On sera la principale force de gauche. Et je pense que c'est nécessaire parce qu'on voit bien que ce qui fait le succès de ce qu'on a porté avec Jean-Luc Mélenchon et le succès de la NUP, c'est que c'est une gauche qui redevient populaire, s'ancre d'abord, avant tout, sur ceux qui ont tout intérêt à avoir un programme en faveur du partage des richesses, du partage du temps de travail, des services publics. Mais c'est aussi une gauche qui assume la rupture avec le système tel qu'on le connaît aujourd'hui. C'est ça qui a fait son succès. Mais vous remarquerez que cet accord législatif laisse aussi une place plus grande d'ailleurs que ne l'a été leur résultat à la présidentielle, au Parti socialiste, à Europe Écologie, au Parti communiste. Autrement dit, nous ne voulons pas être hégémoniques. Nous voulons être le moteur central
d'une nouvelle union, d'un nouveau rassemblement, qui est celui de l'Union populaire écologique et sociale. Et on espère bien que ça va durer dans les 5 ans, à commencer par nous permettre de gouverner ensemble. Mais vous voulez imposer quand même au Parti socialiste une opposition dure à Emmanuel Macron. Il n'y aura pas Emmanuel Macron va chercher peut-être des alliances électorales à l'Assemblée. Ça sera non pour... Mais vous savez, le Parti socialiste avec lequel nous avons débattu pour le programme, on lui a pas mis un couteau sous la gorge pour accepter les mesures qui étaient dans le programme. Ça me mettait finalement plus simple qu'on l'imaginait, que ce soit sur le SMIC à 1 500 € net, la retraite à 60 ans, la question de la désobéissance européenne quand c'est nécessaire, etc. etc. Donc peut-être aussi que l'évolution du Parti socialiste, c'est une rupture avec le PS de Hollande, c'est plus le même. Et je crois que c'est aussi pour ça que ça nous a permis d'avoir un accord. Éric Coquerel, depuis quelques jours, l'exécutif tire à boulet rouge sur la NUP, en particulier sur Jean-Luc Mélenchon. Regardez, ce matin, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est exprimé. Vous auriez comme ça des projets néfastes. Et en campagne, la Première ministre, Elisabeth Borne, est allée même plus loin. Écoutez-la. NUP, c'est une alliance de circonstances dans lesquelles vous avez à la fois des républicains. Moi, je vous ai dit, par exemple, qu'il fallait soutenir André Chassaigne, le président du groupe communiste. Vous voyez bien qu'on a beaucoup de points de désaccord, mais c'est un républicain. Les candidats de France Insoumise, notamment, qui ne partagent pas nos valeurs, qui ne partagent pas les valeurs républicaines, qui, par ailleurs, remettent en cause le rôle de nos policiers, nous ne les soutenons pas. Voilà, elle a aussi rajouté que Jean-Luc Mélenchon était un homme dangereux. Ils ont sacrément peur. Rappelez-vous les propos de la plupart des responsables de la majorité au lendemain du premier tour des législatives. Tout d'un coup, ceux qu'ils décrivaient comme des dangers pour la République quelques jours avant étaient des républicains qui avaient donné le mot d'ordre de pas une voix pour Marine Le Pen, etc. Et là, aussitôt que ça a été terminé, hop, on est à nouveau devenu infréquentable. Donc tout ça, c'est très politicien. Moi, je crois que ça veut dire une chose. Vous savez, je suis très étonné. On a un président de la République qui est élu. Normalement, une majorité, quand elle se présente, quand elle est sûre d'elle-même, elle demande aux électeurs de voter pour pouvoir appliquer son programme. Et bien ça, on ne le voit quasiment pas. C'est-à-dire qu'on a une majorité qui passe son temps, en réalité, à vouloir démolir son opposition actuelle, qui peut être la future majorité. Et je pense que ça reflète surtout de la faiblesse, avec des propos excessifs. Bon, d'accord, on sort Chavez. Alors, on pourrait, je sais pas, enfin, c'est l'équivalent des chars soviétiques sur les Champs-Élysées en 80. Mais tout ça n'a pas marché. Donc, il devrait se rappeler de l'histoire. Je crois que les Français ne sont pas stupides. Alors, écoutez, un autre membre du gouvernement, peut-être fébrile parce qu'elle est en difficulté face à un candidat de la NUP, c'est Amélie de Montchalin, qui va assez loin, elle aussi. Alors je peux vous dire que la peur, comme dirait un ancien Premier ministre, ne fait pas partie du registre de mes émotions. Quand on fait de la politique, on combat, on convainc, on est sur le terrain. Et puis surtout, on montre aux Français les alternatives. C'est une alternative de recul, de soumission, de désordre. Ça marche encore, cette politique-là, ouais, sur le terrain? La suite, c'est le nuage de sauterelles, etc. Non, mais écoutez, franchement, elle se présente face à Jérôme Guedj, qui est, je vous rappelle, un candidat socialiste, dans un département qui, comme le mien, a souffert pendant 5 ans de la politique d'Emmanuel Macron en termes de recul des services publics. Jamais il y a eu aussi peu, par exemple, de construction de logements sociaux dans les quartiers populaires. Je peux vous assurer que c'est terrible pour la question de l'habitat indigne, pour la question du prix des loyers, etc. Et elle ose faire comme si le danger, c'était nous. Mais le danger, ça a été eux pendant 5 ans. Ils ont fait la politique la plus inégale de la Ve République. Ils n'ont pas arrêté, en réalité, de nourrir les dividendes, de nourrir nos concitoyens les plus riches, au détriment de la plupart des Français. Et les chiffres qui sont donnés pour 2022, baisse du pouvoir d'achat de la quasi-totalité des personnes, le fait que les prix flambent, le fait que, contrairement à ce qui est dit, le chômage reste à 6 millions de personnes, et ils osent donner des leçons. Moi, je vais vous dire une chose. En réalité, si on continue avec Emmanuel Macron et sa majorité sur une politique qui ne va pas changer par rapport à celle appliquée depuis 5 ans, on va dans le mur. C'est-à-dire qu'on va relancer le chômage, on va continuer à désindustrialiser le pays, on va continuer à produire des inégalités, donc il y a une issue. Voilà. Et cette issue, elle est à la fois sociale, comme nous le proposons, mais aussi climatique. Parce que là, au moment où on vit une canicule, on sait les effets sur la canicule, et l'inaction pendant 5 ans d'Emmanuel Macron, là aussi, ils n'ont pas de leçon à donner. Vous dites on va dans le mur, Éric Coquerel, avec la majorité présidentielle. Les 250 milliards d'euros de dépenses proposées par la NUP ne sont pas financés. Donc l'opposition, là encore, vous dit on va dans le mur aussi. Bon, vous nous avez mal lu, parce que justement, nous sommes efforcés de présenter pendant quasiment une journée notre programme, notre budget.
il y a 250 millions de dépenses, il y a 267 milliards de recettes. J'ai bien lu. Après, ça repose voilà. sur une anticipation de croissance très élevée. Non, pas du tout. Moins que celle des du modèles de la Banque de France. Je sais, vous êtes inspiré de la Banque de France. Non, moins que celle du gouvernement. Ça repose notamment sur une relance de l'emploi, une relance de l'activité de la consommation populaire, donc de la production effectivement fiscale, de cotisation pour partie. Ça s'appuie aussi sur une révolution fiscale où on arrête de faire ce qu'a fait Emmanuel Macron, c'est-à-dire ça nous a coûté 50 milliards d'euros de recettes en moins par an, dont la plupart ont été vers les 20% les plus riches. Donc effectivement, on arrête avec ça. Par exemple, on rétablit l'ISF, on fait une imposition sur 14 tranches au niveau fiscal, on fait en sorte d'avoir un impôt sur l'héritage plus juste par rapport aux très hauts revenus. Donc tout ça est très calculé. On s'est même basé sur les chiffres de la Banque de France pour que les choses soient bien précises. Donc nous, on dit d'un côté 267 milliards de recettes, de l'autre côté 250 milliards d'euros de dépenses au service d'une consommation populaire et de la bifurcation écologique. Mais j'aimerais bien que vous me disiez ce que propose le gouvernement, parce que là, j'ai vu qu'ils voulaient... ils veulent arriver à 3% de déficit en 2027. Donc ils trouvent 80 milliards. J'aimerais bien savoir où ils les trouvent en continuant à baisser les impôts. Moi. Et vous dites que ça coûtera 80 milliards d'économies, et donc ça va être austérité pour les Français. C'est ce qu'ils annoncent. En tout cas, vous savez que c'est ce qu'ils nous ont déjà annoncé avant la fin de la session parlementaire. Monsieur Maire, Bruno Le Maire. Bruno Le Maire, excusez-moi. Bruno Le Maire a annoncé que dans les 5 ans à venir, il y aurait même une loi qui encadrerait les dépenses pour qu'elles ne soient pas supérieures à un certain chiffre, un peu comme ça se passe pour la santé. On a vu le résultat pour l'hôpital public. Et donc, dans les 5 ans, ils nous annoncent ça. Mais ils ne nous disent pas où ils vont trouver les 80 milliards nécessaires, plus les 10 milliards d'impôts qu'ils veulent encore baisser chaque année. Donc là-dessus, en termes de réalisme économique, vous savez comme ils n'ont moi, pas de leçon à nous donner. On arrive après une épidémie pendant 2 ans qui a fait creuser énormément les déficits parce qu'il fallait bien répondre à l'urgence et notamment sauver l'emploi. Parce que vous parlez des 6 millions de chômeurs, mais l'emploi n'a jamais été aussi bas, vous le savez. Pas de problème, mais c'est pas nous qui chômage, disons... pardon. C'est pas... le chômage, ça on pourrait regarder les chiffres. On pourrait regarder le nombre de gens qui ont été rayés de Pôle emploi, le nombre de gens qui sont rentrés en formation, etc., qui ne sont pas de l'emploi. Et je vous assure que... on relativiserait les bons chiffres du gouvernement. Et surtout, ce que je veux dire, c'est que dans ce qui est annoncé, ce n'est pas nous qui fixons, c'est eux qui fixent l'idée de revenir à cette loi des reins de 3% de déficit, comme si c'était une règle d'or à tenir absolument. Okay. Eh bien non, il y a peut-être la nécessité, justement, de ne pas forcément revenir de suite à cette règle des 3%, de façon à mieux relancer l'économie. Quel rôle pour Jean-Luc Mélenchon? Parce qu'on a compris, il sera peut-être Premier ministre si vous obtenez une majorité à l'Assemblée, très bien. Mais dans le cas contraire, qu'est-ce que devient Jean-Luc Mélenchon qui ne sera pas député puisqu'il ne se présente pas? Est-ce qu'il a encore un avenir politique? Est-ce qu'il dirigera votre parti ou est-ce qu'il prend une retraite bien méritée? On en parlera la semaine prochaine, s'il n'est pas Premier ministre. Alors, mais vous avez quand même une idée. On est tourné là-dessus. Non, oui. Mais il ne prendra pas sa retraite, c'est ce que je peux vous dire, quel que soit le cas de figure. Voilà, il aura toujours un rôle premier. On n'a pas besoin d'être député pour avoir un rôle premier. Vous avez vu, Jean-Luc Mélenchon est assez en forme. Et je pense qu'il va rester, à mon avis, le leader de ce que nous formons, j'espère, la NUP, dans son ensemble, pendant pas mal de temps. C'est lui qui va continuer à diriger le parti LFI et puis peut-être plus largement la NUP. On verra comment tout ça s'organise. Puisque nous vous le souhaitez, vous le souhaitez. Populaire, par exemple, qui réunit toutes les formations, plus... Nous, on y a tenu, ce n'est pas juste des partis politiques, c'est aussi des syndicalistes, des militants associatifs. Donc, on va voir comment on combine. Mais vous souhaitez qu'il ait un rôle de premier plan toujours? Ah bah oui, parce que je trouve que toutes ces capacités politiques, intellectuelles, de dynamisme sont plus qu'indispensables à ce que nous sommes en train de faire pour la suite et pour le mandat qui s'ouvre, mais il sera Premier ministre. Éric Coquerel, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez dit attaquer l'adversaire pour ne pas parler de son programme. C'est comme ça que vous vous attaquez, ou vous parlez en tout cas de la majorité actuelle. Il y a un dossier qui a disparu de ces législatives, ce sont les retraites, on n'en parle plus. Vous faites quoi? On en parle. Non mais vous, oui. Ah oui. Mais d'autres n'en parlent plus. Donc vous faites quoi à partir de lundi matin sur ce dossier des retraites? On met en place un chantier pour aller vers la retraite à 60 ans, 40 annuités de cotisation, retraite minimum au SMIC, et les retraites indexées sur les salaires, voilà, et qui compteront en plus les périodes de RSA dans les annuités de cotisation. Voilà ce qu'on mettra en place. Est-ce que ça vous va comme réponse? Ah oui, c'est clair. Il n'y a pas que... Attendez, je reviens sur ce que vous avez dit. Vous m'avez parlé de Mme Borne tout à l'heure. Je trouve quand même gonfler les attaques de Mme Borne, alors qu'aujourd'hui, elle est la chef de la majorité. Le Premier ministre est la chef de la majorité actuelle.
elle n'aura pas accepté un seul débat, comme on lui a demandé de le faire avec Jean-Luc Mélenchon, pour justement parler de ça. C'est-à-dire cette question, par exemple, des retraites. Eux, c'est la retraite De fond. à 65 ans. Nous, c'est la retraite à 60 ans. Eux, ils disent c'est impossible. Nous, on dit c'est irresponsable vis-à-vis des Français, leur proposition. Mais ça aurait été intéressant de confronter les arguments. Elle ne l'a pas accepté. Au lieu de ça, elle fait des invectives de loin. Je trouve que ce n'est pas très digne d'un rôle de Premier ministre. Éric Coquerel, il n'y a pas que la REM, peut-être, qui est fébrile face à l'union de la gauche et son possible résultat lundi. Il y a aussi la candidate RN, Marine Le Pen. Venant d'une telle adversaire, ça ne me pose pas trop de problème. Mais surtout, ce qui est marquant là, dans cette affaire, c'est qu'on nous, on a coutume de dire que Mme Le Pen, c'est le diable au confort du système. M. Macron a souhaité pendant 5 ans qu'elle soit en face de lui au deuxième tour parce qu'il pensait que c'était la meilleure manière de l'emporter. Et là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? On voit elle utilise le même vocabulaire que M. Darmanin, par exemple. Bon. Donc, tout ça, c'est des alliés. Voilà. Mme Le Pen, c'est quand même extraordinaire. Elle est en train de dire à son électorat, elle qui était au deuxième tour des élections, que cette élection législative ne sert à rien. C'est-à-dire qu'elle n'ambitionne même pas d'être majoritaire, contrairement à nous. Nous, on ambitionne ça, on prend au sérieux ces législatives, et la seule chose qu'elle fait, c'est donner des arguments, finalement, en marche pour qu'ils restent majoritaires, et eux, dans une opposition factice. Et à mon avis... Pas factice. Il compte quand même avoir au moins un groupe à l'Assemblée, voire plus. Eh ben, on verra bien, parce que le taux de présence de Mme Le Pen et de ses amis à l'Assemblée nationale sur les 5 ans à venir, je vous invite à le regarder. Dans quasiment aucun des grands projets, elle était présente. L'appel à son électorat, l'électorat du Rassemblement national qui donc ne peut pas, si dans les cas de figure où c'est un duel entre la NUP et le parti gouvernemental, l'appel à l'électorat lancé par Jean-Luc Mélenchon sur le registre les fâchés, pas fachos, enfin après il a un peu rectifié. C'était un lapsus. C'était un lapsus. Mais alors est-ce que c'était quoi ? Répétez-le 100 fois, facho, fâché, pas facho, vous allez voir. Alors mais voilà, on a senti quand même un certain embarras sur cet appel à cet électorat. C'est pas évident pour vous de demander aux électeurs du Rassemblement national de voter pour vous. On a toujours dit que les fâchés, pas fachos, on les invite effectivement à voter pour nous parce que souvent c'est leur intérêt, souvent ils viennent de catégories populaires. Et d'ailleurs, les fâchés, pas fachos, c'est pas seulement ceux qui peuvent se tromper en votant Mme Le Pen et en pensant que c'est un adversaire du système, c'est aussi les abstentionnistes surtout et avant tout, et c'est à eux qu'on se projette. Mais Mme Le Pen, quelque part... j'entends, apparemment elle a dit de ne pas choisir, mais elle concentre ses attaques sur nous. C'est pour ça que je vous dis qu'elle est une alliée, là, en la circonstance de M. Macron. C'est ce que j'observe, ces électeurs décideront. Éric Coquerel, votre nom circule pour présider la commission des finances qui revient au premier groupe d'opposition, ce que vous serez peut-être lundi. Comment est-ce que vous voyez ce rôle et plus généralement, quelle ambiance y aura-t-il dans ce Parlement à partir de lundi ? Beaucoup d'obstructions, beaucoup d'amendements, le bazar pendant 5 ans ou au contraire peut-être une tentative d'avoir un nouvel élan démocratique au sein de cet hémicycle ? Quoi qu'il arrive, je pense que la vie démocratique de notre pays sera plus centrée sur le Parlement qu'il a été depuis 5 ans. Première option, on est majoritaire, chacun comprendra pourquoi. Ça changera profondément les choses. On va subvertir un peu la Ve République et le mécanisme très présidentiel de la Ve République en ayant la majorité. Deuxième hypothèse, personne n'a la majorité, c'est aussi possible. Enfin, une majorité absolue. Et dans ces cas-là, ça sera beaucoup moins simple. Les ordres ne viendront pas de l'Élysée directement, appliqués par des députés un peu godillots. Donc je pense que tout ça est très bon pour la démocratie, si vous voulez mon avis. Et vous, à la Commission des finances, vous accepteriez ? Oui, j'ai dit que j'étais disponible. Si on est en l'opposition, je préfère être au gouvernement personnellement. Mais si on est en l'opposition, oui, je suis disponible. Tout simplement, j'ai accompli cette tâche pendant 5 ans. J'étais à la Commission des finances. Bon, je ne crois pas être le plus mal placé, mais on verra. Moi, mon souci, c'est toujours d'œuvrer pour notre cause et non pas par rapport à je ne sais quelle carrière personnelle. Éric Coquerel, j'ai une marotte en général, ça fait rire Frédéric Delpech. Il s'agit, dites-le à ma place, tiens, Frédéric Delpech. Alors, quid de la proportionnelle ? Est-ce que vous souhaitez vraiment instaurer, si vous êtes bien sûr majoritaire, instaurer la proportionnelle ? Est-ce que c'est une priorité pour vous ? Oui, c'est une priorité. Alors, on verra bien comment on fait. Parce que... C'est pour vous et pour Christophe Moulin, c'est une priorité. On verra bien comment on fait, parce que dans la... C'est une façon pour moi de remettre un peu de démocratie dans une vie politique où les Français peinent. On est d'accord, je suis totalement d'accord avec vous. Mais la cohabitation fait qu'on ne peut pas non plus appliquer tout le programme qu'on souhaiterait si on était président de la République. Par exemple, il y a un domaine très partagé qui sera l'international, raison pour laquelle, comme on l'a dit, comme l'a fait Jean-Luc Mélenchon, c'était ça sa réponse tout à l'heure. On ne critique pas le chef de l'État qui est aujourd'hui en Ukraine parce que justement on essaye de... Il ne l'a pas fait d'ailleurs, il a été très modéré hier, en disant on en parlera quand il reviendra. Alors cela dit, depuis 5 ans, vous remarquez qu'on s'est toujours interdit de critiquer
le chef de l'État quand il est à l'étranger, toujours. Et là, ça le renforce évidemment, puisqu'il est possible qu'il y ait une cohabitation. L'autre domaine, c'est les changements constitutionnels. Donc là aussi, tout n'est pas très simple, c'est moins simple que si vous étiez président de la République. Mais je suis pour la proportionnelle. Voilà, je crois que ça permettrait là aussi de donner plus de vie à l'Assemblée parlementaire. Merci Éric Coquerel d'avoir accepté notre d'avoir été avec nous. invitation.